L'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, nous voici réunis pour une heure libre, un partenariat Front Populaire, la revue et Sud Radio. Nous sommes avec Michel Onfray, fondateur de la revue, Maxime Le Nagar, rédacteur en chef, et nous aurons deux invités au cours de cette émission. Tout d'abord André Gérin, ancien député maire de Vénissieux, et puis Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Aujourd'hui, nous allons parler politique, de la réforme des retraites et de l'opposition à celle-ci. Depuis plus d'un mois, les syndicats défilent sagement dans les rues, faisant preuve de responsabilité. Et par contre, nous assistons à un drôle de spectacle à l'Assemblée nationale. Certains auraient pu appeler ça une chienlit. Les députés de la NUPES se sont particulièrement illustrés récemment et ont fini les travaux de l'Assemblée en chantant de joie. Une joie d'autant plus incompréhensible que leurs travaux se sont résumés à une obstruction systématique qui n'a permis de remettre en cause en rien la réforme des retraites. Du coup, on va se demander à quoi sert encore l'Assemblée nationale. Et je commencerai avec notre premier invité, André Gérin. Vous êtes un ancien député communiste, vous connaissez bien les travées de l'Assemblée nationale. Ma question est toute simple. Faut-il que la gauche, la NUPES en particulier, se ressaisisse, André Gérin ? Si vous voulez, d'abord, il faudrait que la gauche ne soit plus sous les fourches caudines de Mélenchon, oui, ou de la FI, quoi. Moi qui ai fait l'Assemblée nationale, je peux vous dire que de temps en temps, qu'on dépasse le trait, qu'on passe la ligne jaune, comme on dit, ça fait partie du jeu tactique. Mais là, ce à quoi on a assisté aujourd'hui, c'était plutôt un jeu de con qui, au bout du bout, ne sert pas beaucoup le mouvement social qui a tant besoin de s'élargir. Alors, ce que je voudrais, pour moi, dire, qui me paraît évident, c'est comme le Front National est le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale et qu'on les traite de moins que rien, je pense qu'on est dans une situation un peu débile, d'une certaine manière. Alors, le Front National, il a 13 millions de voix et il a des représentants du peuple de France et on les traite comme des parias. Et à partir de là, les gesticulations de l'AFI et de Mélenchon qui se croient timoniers, amènent à des situations qui peuvent créer des impasses. Alors, on va y revenir au comportement du Rassemblement national qui, lui, a opté pour une toute autre stratégie. Mais d'abord, je voulais interroger Michel Onfray sur la stratégie de bordélisation, comme l'a conceptualisé Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que cette stratégie de bordélisation est utile, Michel ? Pour Mélenchon, oui, on comprend bien que c'est une stratégie personnelle et que cet individu ne connaît ni le peuple français, ni la France, ni les Français, et qu'il ne connaît qu'une seule chose, c'est son avenir politique. Et il a pantouflé pendant presque un quart de siècle comme député, comme sénateur socialiste en défendant Maastricht. Il a été ministre de Jospin. Voilà un personnage qui veut être président de la République et qui nous dit si je n'y parviens pas, j'arrête la politique. Une fois qu'il n'y parvient pas, il nous dit en gros qu'il continue, qu'il voudrait être élu Premier ministre. Et c'est ça. Son obsession. Je pense qu'il veut être élu Premier ministre et je prends sa logique. Il sait très bien qu'on n'est pas élu mais qu'on est nommé et qu'on est nommé par un président de la République qui lui décide en fonction, théoriquement, des résultats des législatives. Donc il a envie de détruire l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut d'ailleurs ouvrir une parenthèse et je suis très heureux de saluer André dont j'aime beaucoup le parcours, le trajet, mais c'est vrai que bonjour André. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de gaulo-communisme à une époque qui permettait effectivement une tenue. Et il y avait une tenue parce qu'il y avait des gens qui pensaient peut-être au parti, d'accord, mais qui pensaient aussi et surtout au peuple et qui ne défendaient pas des carrières. Et je pense que, j'ouvre cette parenthèse pour dire qu'il y a quand même un marqueur du fascisme et un marqueur de l'extrême droite qui est la détestation du Parlement. Je ne dis pas du régime parlementaire, mais du Parlement. Et finalement, on traite Marine Le Pen de fasciste, ou on dit qu'elle est d'extrême droite, qu'elle est raciste ou qu'elle est xénophobe. D'ailleurs, j'attends qu'on nous montre son casier judiciaire qui en ferait la démonstration. Mais on voit par ailleurs, en revanche, du côté de la France insoumise, qu'il y a des antisionistes qui sont parfois des antisémites. On voit également qu'il y a des gens qui sont pour la violence dans les rues, et on voit également des gens qui sont pour la destruction du fonctionnement du Parlement. Autant de marqueurs de droite et d'extrême droite. Donc le fascisme n'est pas là où l'on croit. Et je pense que Mélenchon a juste envie de pousser Macron à dissoudre l'Assemblée nationale, mais c'est un mauvais calcul, parce que je pense qu'effectivement, en face, le Rassemblement national a montré une espèce de rigueur, de droiture, de correction, de politesse,
politesse, de courtoisie, alors qu'en face, Mélenchon a montré qu'effectivement, il était incapable de tenir le pouvoir. Donc je pense qu'une dissolution mettrait peut-être le Rassemblement national en position de majorité à l'Assemblée nationale. Ce serait une erreur, comme Mélenchon a su en faire beaucoup. Alors absolument, on va y revenir, mais Maxime, je me tourne vers vous parce que je voudrais d'abord que vous nous résumiez à quoi consiste cette obstruction systématique dont se flatte la NUPES. L'obstruction parlementaire, c'est une technique assez répandue. L'objectif est d'empêcher le vote d'un projet ou d'une proposition de loi qu'on ne souhaite pas voir adoptée. La principale technique d'obstruction repose sur le droit d'amendement, lequel retrouve d'ailleurs une vigueur nouvelle depuis juin 2022, puisque le gouvernement n'a plus de majorité relative. Alors en janvier, il a été question de déposer 75 000 amendements au départ. Bon, 75 000 amendements. C'était théorique. Les filles, on a seulement déposé 13 000. Il y en a eu 18 000 pour la NUPES au total et 22 000 si on compte l'ensemble des amendements. Comment ça marche concrètement ? Il suffit de prendre un article du texte de loi, d'en proposer une nouvelle version, de changer 3 mots ou une virgule, de répéter l'opération des milliers de fois. C'est du copier-coller informatique, en gros. Oui, c'est en gros ça que ça revient. Et notez que c'est une pratique qui peut paraître abusive, aberrante à première vue, mais elle est parfaitement légale dans le cadre des débats parlementaires. La LFI n'est pas la seule, évidemment, à utiliser cette méthode. Il ne faudrait pas leur faire ce procès-là, mais ils sont connus pour ce qu'on appelle la guérilla parlementaire, c'est-à-dire jouer avec le règlement le plus possible pour essayer d'imposer son tempo à l'Assemblée. Oui, alors André Gérin, c'est copier-coller informatique, à quoi ça rime finalement ? C'est pas choquant en soi de faire ça. Le problème, c'est d'en faire une méthode. Il faut faire de la tactique. On peut bien faire de la tactique à l'Assemblée nationale. Mais lui, il en fait une méthode. Et moi, je pense que la question, elle est plus large que la question de l'Assemblée nationale. En fait, l'AFI avec Mélenchon, ils ont opté pour considérer la violence comme une méthode politique. Et je pense que c'est ça qui est dangereux. Et d'une certaine manière, il est un peu... comment je vais vous dire ça ? Il fait le service après-vente pour le Front National. Et à mon avis, c'est ça qui est dangereux. Et moi, mon souhait d'André Gérin aujourd'hui, c'est de considérer que les autres forces politiques devraient se détacher de Mélenchon, devraient sortir de la NUPES. Parce que de toute façon, pour moi, c'est une impasse. Et surtout, qu'on puisse avoir une intelligence de relation avec les députés du Front National, enfin du RN, intelligent, en considérant et en respectant les électeurs qu'ils représentent. Autrement, de toute façon, on va contribuer à la fracture du pays. Et je pense que le mouvement social, il n'a pas besoin de soi. Et ce que je suis sûr d'une chose, c'est que la violence, c'est toujours les petites gens qui payent. Ouais. De toute façon, c'est sans issue. D'une certaine manière, si je peux me permettre, moi j'ai le sentiment que le timonier Mélenchon, enfin qui se croit timonier, entre guillemets, Mélenchon, revient d'une certaine manière à ce qui a rendu dangereux la démarche des bolcheviks, d'une certaine manière, et qu'il n'a tiré aucune leçon de l'histoire de ce qui s'est passé au XXe siècle. D'accord. Donc au final, on a vu une Assemblée nationale qui n'a pas voté le projet de loi de réforme, qui pendant 20 jours, les débats auront été réduits à un chahut dans l'Assemblée nationale, et désormais le texte est examiné par les sénateurs pour 15 jours. Donc on se demande à quoi tout ça aurait servi, et on est bien d'accord, Michel, que cette agitation est une agitation qui est une fin en soi. Ce n'est plus un moyen d'obtenir quelque chose. Oui, moi je rappelle que quand même il y a une image qui a été terrible dans la carrière de Mélenchon, c'est celle qui le met en présence de Macron à Marseille. Et quand on voit Mélenchon parlant de Macron, il est violent, il est agressif, il est parfois vulgaire, etc., etc. Et là pour le coup il est en présence de Macron, il dit mais nous on s'entend bien tous les deux, mais on n'a rien à se reprocher, hein, n'est-ce pas, président? Et l'autre qui dit mais oui bien sûr, entendu, bien sûr, on est d'accord. Et là en fait il y a tout le jeu politique qui se manifeste, c'est-à-dire que finalement ce que veut Mélenchon, c'est pas du tout le bien du peuple ou l'intérêt général du peuple. Là, il a fait le jeu de Macron, et André a raison de dire que ça s'est fait sur le dos des petites gens, parce que globalement, il avait la possibilité de dire à Marine Le Pen, mais votre motion de censure, on la vote, ça veut dire qu'on fait tomber le gouvernement, ça veut dire qu'effectivement le projet de loi ne passera pas, et alors qu'il peut le faire, il prétend qu'il n'a pas l'intention de s'associer aux fascistes, et donc qu'il ne le fait pas, et en attendant, il dit mais je préfère Emmanuel Macron. C'est-à-dire ça fait plusieurs fois. Une fois à Marseille, une fois au deuxième tour des présidentielles, et cette fois-ci récemment. Ouais. On va y revenir dans un instant justement, et on retrouvera le président de France Souveraine, Georges Kusmanovic. On revient dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour pour une heure libre avec Michel Onfray, Maxime Lenagar, rédacteur en chef de Front Populaire, et notre invité toujours, André Gerin, ancien maire de Vénissieux, député maire. Nous a rejoint Georges Kusmanovic de République Souveraine, qui va parler dans un instant. Nous parlions de la stratégie de bordélisation de l'Assemblée nationale que les députés de la NUPES déroulent, qui conduisent à s'interroger sur la fonction désormais de l'Assemblée nationale. Et j'ai envie d'abord de demander à Michel Onfray, d'un point de vue de philosophe, c'est quoi une opposition digne de ses électeurs ? Eh bien, c'est une opposition qui pense à ses électeurs, pour le coup, et qui ne pense pas à parvenir au pouvoir en utilisant tous les moyens, et qui se dit, une fois qu'elle est au pouvoir, restons au pouvoir par tous les moyens, y compris la trahison, le mensonge. Ce sont des gens qui disent, il y a un contrat entre les gens qui ont voté pour moi et moi qui suis député ou sénateur, de sorte que j'honore le contrat. Je ne suis pas là pour moi, mais je suis là au service de mon électeur. On a là un projet, un programme. Il s'agit de réaliser ce programme, c'est-à-dire on ne fait pas de l'obstruction dans l'hypothèse où on pourrait faire élire le patron du parti, mais on se dit, il y a derrière moi des gens qui ont envie de travailler moins longtemps ou de ne pas travailler plus et d'avoir des conditions de travail qui sont meilleures. Donc on pense à son électeur plutôt que de s'en servir. C'est-à-dire on sert son électeur plutôt que de s'en servir. Vous trouvez, Georges Kusmanovic, aussi que cette stratégie de bordélisation n'a pas de sens, n'est pas très digne du côté de la NUPES ? Alors d'abord, bonjour à tous. Bonjour André, bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Georgie. Tout ça a été, oui, vous l'avez dit, d'abord c'est une stratégie de bordélisation, et on voit que même ceux qui sont très proches de la France Insoumise, je pense à la CGT, à Philippe Martinez, considèrent que c'est une mauvaise stratégie et qui nuit au combat commun. Il faut bien se rendre compte qu'on a quand même 93% des salariés qui refusent cette réforme. 93%. On est largement au-delà du vote sur le non-traité constitutionnel européen. La quasi-totalité des Français qui travaillent sont contre. Et puis même parmi ceux qui ne travaillent pas, c'est 80%. Or là, c'est le travail des syndicats, ils le font très très bien, de porter cette parole. Et ils devraient être appuyés par le politique dans cette phase de combat face à un gouvernement qui s'assied sur la volonté populaire de manière très claire. Or, c'est pas ce que fait la France Insoumise. La France Insoumise choisit la tactique de la bordélisation pour s'attirer à elle la lumière. Ouais, c'est ça. Alors qu'au moment où Jean-Luc Mélenchon, il a bien le droit, était candidat à la présidentielle, ou même voulait être élu Premier ministre, même si on n'est pas élu Premier ministre, Michel l'a dit, tous ces gens-là qui sont dans le même bloc politique ont soutenu Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, qui à ce moment-là était dans la lumière. Donc on a des gens qui sont incapables d'accepter de temps en temps de se mettre en retrait. De se mettre en retrait et de se mettre au travail. Et de se mettre au travail. Et c'est bien dommage parce que quand Philippe Martinez dit que ça nuit au combat, on a d'autres qui ont du mal à faire entendre leur voix. Je pense par exemple à celle de Jérôme Guedj, député de l'Essonne, qui en tant que vice-président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, et elle fait un travail de contrôle. Il a dépioté vraiment les projets de loi. Il est allé chercher un document du Conseil d'État que le gouvernement n'est pas obligé de rendre public, et il l'a eu. Et ce document du Conseil d'État, on comprend très bien pourquoi le gouvernement ne l'a pas rendu public, c'est parce qu'il remet en cause la légalité même du dispositif, de la manière dont le gouvernement a choisi de faire passer cette réforme des retraites sur la PLFSS. Eh bien, ce genre de discussion ne passe pas parce qu'il y a cette vocifération. Alors parfois, elle est intéressante. C'est intéressant d'avoir des séquences, je pense, quand Madame Keke, celle qui était cette femme travailleuse qui travaillait dans les hôtels Accor. Quand elle prend la parole et qu'elle admoneste les ministres en disant « Mais qui parmi vous a travaillé jusqu'à 64 ans en portant des charges lourdes ?» Ça, c'est intéressant. Mais pourquoi on n'a pas besoin, pour ce combat, que d'autres fassent...
Je vais demander à Maxime Le Nagar, qui s'est penché un peu sur l'histoire politique de la France, si on a déjà connu, du temps de la 4ème République, dont on disait que c'était un régime parlementaire assez agité et assez improductif, et finalement, si on a déjà connu de tels chahuts par le passé. Oui, bien sûr. Il n'y a même pas besoin de remonter d'ailleurs à la 4ème République. Les débats sont animés et les oppositions un petit peu tonitruantes en ce moment, mais c'est pas une nouveauté. Ne serait-ce qu'en 2020, lors des premiers débats parlementaires sur la réforme des retraites, il y a eu 40 000 amendements qui ont été déposés. C'était le 2e record d'ailleurs d'obstruction parlementaire sous la 5ème République. Le record de la 5ème République date de 2006. Il est détenu par le Parti Socialiste et le Parti Communiste qui avaient à l'époque déposé 137 000 amendements contre un projet relatif au secteur de l'énergie. C'était sous Chirac et d'ailleurs c'était déjà une directive européenne visant à l'ouverture des marchés de l'énergie. Ce qui est amusant, c'est que déjà à l'époque, pour éviter les doublons d'amendements, on avait utilisé des modifications générées par informatique parce que 137 000 amendements à la main, ça aurait pris à peu près 6 mois. Pour ce qui est des emportements, des interruptions de séance, des insultes, là on parle d'Olivier Dussopt qui est traité d'imposteur, d'assassin. Là aussi, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est plutôt l'époque, l'info en continu, les réseaux sociaux et la sensibilité des parlementaires qui semble avoir changé. En 3 mois, il y a quand même eu 2 députés qui ont été exclus pour 15 jours de l'Assemblée, Grégoire de Fournas au RN et Thomas Porte de la LFI, ce qui était arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de la 5ème République en 2011 à l'encontre du député communiste Maxime Grémetz. Donc c'est surtout aussi la configuration qui joue en ce moment, puisque le gouvernement n'a qu'une majorité relative. Il est face à lui 2 blocs populistes qui sont quand même 2 grosses forces d'opposition et qui ne s'entendent pas entre elles. Donc ça crée forcément des situations propices aux échauffements. Alors si c'est pas vraiment nouveau, mais à quoi ça sert de déposer 130 000 amendements? Je demande à un ancien député, André Gérin, dites-nous à quoi ça sert de déposer 130 000 amendements, puisque de 137 000. 137 000, puisque de toute façon, on sait que l'examen de ces amendements devra tenir dans un nombre de jours donné, c'est-à-dire une vingtaine de jours, si je crois être bien renseigné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on fasse ça d'un point de vue tactique, de circonstance, de manière ponctuelle, pour exprimer une façon de secouer le cocotier. Mais si on en fait une méthode, pour moi, du point de vue de l'AFI, pour moi, je ne parlerai pas de banalisation. Je pense qu'aujourd'hui, avec Mélenchon et l'AFI, la violence est devenue une arme politique, que ça soit l'Assemblée nationale ou ailleurs. Et c'est ça qui est dangereux. Et d'une certaine manière, on débouche sur le degré zéro de la politique, d'une certaine manière. Et moi, je voudrais que la gauche, toute la gauche, le PC, le PS, soit attentif à ce qui va passer le 7, soit attentif vis-à-vis des ingénieurs, des cadres dans le monde du travail, soit attentif au fait qu'on a des bons sondages, mais les sondages ne suffisent pas. Il faut élargir le mouvement. Il faut gagner des catégories. Et surtout, la bataille va se gagner dans le monde industriel, dans l'entreprise privée. Et là, le morceau de conquête des travailleurs pour qu'ils se mobilisent sur cette question aujourd'hui d'actualité, la retraite, eh bien, il y a un travail formidable à faire. Et ce que fait Mélenchon aujourd'hui, eh bien, d'une certaine manière, il porte un coup nuisible au mouvement social. Donc, il ne faut surtout pas se laisser embarquer. Et moi, je souhaite que les partis, et je pense au PC en particulier, qui prennent leur distance sérieusement vis-à-vis de la NUPES, et que, d'une certaine manière, qu'on soit beaucoup plus audacieux pour aller dans les usines. Et je pense surtout aux ingénieurs et cadres, technicien aujourd'hui dans le monde du travail par rapport à la retraite. Alors Jean-Luc Mélenchon, nuisible, toxique pour la gauche, vous partagez ce point de vue, Michel Onfray? Oui, je pense, oui, effectivement. Moi, je trouve pas normal que le PCF ne soit pas en tête aujourd'hui, alors qu'il y a 50% des gens qui ne votent pas. C'est-à-dire que avec Fabien Roussel, on devrait avoir normalement une autre ligne. On sent un petit peu le démarquage. Simplement avec Yann Brossa comme directeur de campagne, on se dit il y a un problème. Il va falloir que Fabien Roussel nous fasse savoir s'il est du côté de Yann Brossa ou du côté de Fabien Roussel, parce qu'effectivement, c'est pas exactement la même ligne. C'est même très exactement la ligne inverse. Donc, on est chez Yann Brossa dans les logiques de wokisme, de déconstruction, etc., etc. Et on est chez Fabien Roussel dans un retour au peuple old school, celui qui a ma sympathie. Je pense qu'il faut en finir avec les partis et aller voir du côté des 50% de gens qui ne votent plus. C'est-à-dire aller voir du côté des électeurs et pas du côté des partis. Mélenchon voulait une 6e République, il n'aime pas la 5e et il se comporte comme dans la 4e. Et il a sa 6e République avec l'Assemblée nationale. C'est ça, la 6e République, c'est un régime de partis d'une certaine manière. Et on le voit comment il se comporte.
porte. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout respectueux de l'opposition et des autres et des compagnons. Il pourrait dire, bon ben voilà, quand on a une Assemblée nationale, on compose avec tout le monde, et puis c'est ainsi, on pense ce qu'on veut du Rassemblement national, mais le peuple a voté, le peuple a élu ces personnes-là, donc on compose. On voit bien comment d'ailleurs Mélenchon dirige son propre parti, c'est-à-dire en dictateur, en autocrate, et on voit bien qu'il utilise l'Assemblée nationale aussi en dictateur et en autocrate. Ce monsieur qui n'a même pas eu le courage de partir aux élections législatives est le responsable des députés, il fait la loi chez les députés. Il doit y avoir une espèce de groupe internet qui leur permet, ou avec les réseaux sociaux qui leur permet de demander au chef ce qu'il faut faire. Et il a décidé effectivement de détruire tout le fonctionnement parlementaire, et il est nuisible effectivement sur ce terrain-là, mais sur beaucoup d'autres. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui ne se reconnaissent pas dans cette gauche qui est devenue wokiste et islamo-gauchiste. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Toujours l'heure libre, le nouveau rendez-vous de Sud Radio, tous les samedis matins de 10 à 11, en partenariat avec Front Populaire La Revue, en compagnie de Michel Onfray, Maxime Le Nagard, et nous a rejoint notre invité Georges Kusmanovic, la partie précédente. Il est là, il est à nos côtés, et il me disait hors antenne qu'il avait quelque chose, je dirais, qui relevait un peu de l'irritation contre ces députés qui, sous prétexte de ne pas porter de cravate, d'avoir l'air un peu débraillés, pensaient que c'était un changement radical, alors que c'est finalement rien, et que ça ne produit rien. Alors d'abord, juste une remarque sur les députés. J'en connais un certain nombre des députés strictement de la France Insoumise, et certains sont remarquables. D'accord. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est pas eux qui sont mis en avant. C'est vraiment des gens très très compétents. C'est plutôt les guignols. Or, j'ai vécu, quand j'étais responsable du parti de gauche il y a très longtemps, ce moment où Alexis Tsipras, Premier ministre grec, a trahi son peuple, a trahi son engagement politique en signant, sous la contrainte certes, mais un accord avec l'Union européenne qui condamnait économiquement son peuple. Or, Tsipras était connu pour être cool et ne pas porter de cravate. Et c'était une sorte de marqueur de gauche. Oui, c'est un marqueur important, soi-disant. On voit bien que ce n'est pas l'attitude, ce n'est pas le moine. C'est pas l'habit qui fait le moine. C'est le moine qui fait le moine. Et que donc, c'est d'être constant et de travailler sérieusement qui permet de triompher dans un combat politique, et pas la pose et la guignolerie. Parce que, bon, tout à l'heure, André parlait de violence. Je sais pas s'ils sont violents, c'est plus de la guignolerie. Et de rappeler que la vraie violence, jusqu'à maintenant, a été menée par le gouvernement. Dans la répression des Gilets jaunes et dans la bordélisation ahurissante du pays qu'il fait avec cette réforme des retraites, qui est une déclaration de guerre contre son peuple, alors que nous sommes dans une situation internationale très tendue. Très tendue. C'était vraiment peut-être pas le meilleur moment pour de faire cela. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, je voudrais qu'on enchaîne et qu'on parle d'une autre opposition parlementaire, d'un autre style, c'est le Rassemblement national, qui lui fait tous ses efforts pour apparaître bien peigné, pour le coup. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Michel Onfray, de cette attitude aussi ? Est-ce que c'est stratégie seulement aussi de leur côté ? Pas seulement pour l'Assemblée nationale, parce que quand on prend sur la longue distance, on voit bien que Louis Boyard, par exemple, avant d'être député, était déjà dans la grossièreté, la vulgarité, la bêtise, alors qu'un certain nombre de députés du Rassemblement national ne sont pas sur ce registre-là. Enfin, on connaît les gens qui médiatiquement sont grossiers, vulgaires, etc. Et non, je crois vraiment que Georges a raison. Il y a une espèce d'envie de mettre en avant les guignols, parce qu'effectivement, les chaînes d'infos continues font qu'on va en parler en permanence de ces gens-là. Donc s'il y a un clash, ça va passer sur CNews toute la journée. C'est-à-dire on va le commenter, il va y avoir 5 ou 6 personnes pour dire que c'est pas bien, etc. Il y a plein de gens qui diront c'est très bien, c'est formidable, c'est ce qu'il faut faire. Pendant que d'autres en face, au Rassemblement national, disent nous on joue une autre stratégie, qui est la stratégie toujours de la dédiabolisation, du genre on est présentable, vous voyez que vous pourriez vous associer à nous, et si effectivement un jour je suis présidente de la République, dit Marine Le Pen, vous pourriez compter sur moi pour faire un gouvernement d'union nationale, etc., etc. Enfin, on voit bien que tout le monde joue son jeu dans cette affaire, qu'il y a peu de gens qui ont vraiment le souci du peuple, et que Georgie a raison de dire qu'effectivement il y a une violence du pouvoir contre le peuple, il faut le rappeler, mais que personne ne se soucie véritablement du peuple. Je crois que Marine Le Pen veut le pouvoir, exactement de la même manière que Mélenchon veut le pouvoir, et l'un a une stratégie effectivement de bordélisation pour accéder au pouvoir, et l'autre a une stratégie de respectabilisation pour arriver au pouvoir. Je pense que l'un et l'autre arrivent
arrivant au pouvoir, ce serait de toute façon, comme le disait André tout à l'heure, les petites gens qui en feraient les frais. Oui. Alors le Rassemblement national a déposé une motion de censure du gouvernement sur laquelle on pourrait revenir un instant. C'était le 17 février dernier. Elle aurait pu peut-être aboutir si la NUPES avait joint ses votes avec le Rassemblement national. Il aurait fallu aussi l'appoint de quelques voix ici ou là, ou l'abstention de quelques voix du Bloc Renaissance. Mais de toute façon, l'extrême gauche a fait savoir que jamais elle ne pourrait mêler ses voix à celles du Rassemblement national, qu'elle qualifie toujours d'extrême droite. Est-ce que, quand on a la question sociale en tête, quand il s'agit de s'opposer à la réforme des retraites, on n'est pas là, là aussi dans ce que vous appeliez tout à l'heure les guignolades, c'est-à-dire des arguties qui finalement sont contre-productives? Moi, j'attends qu'on fasse la... Ah, pardon, c'est une question pardon, je m'étais tourné vers Georges Kusmanovic. Pardon. Mais si vous vouliez intervenir, Michel, allez-y. Non, oui, c'est une attitude qui, en l'espèce, était absurde et nuisible. Alors bon, il y a peu de chances que ça passe, parce que ça demandait quand même un certain nombre de députés LR, mais qui sait. Mais c'est cette attitude qui est absurde. Je parlais tout à l'heure de 2005. En 2005, c'est effectivement une campagne forte qui avait été menée par le PCF, par tout un tas de gens de gauche, mais aussi par des gens du Front National. C'était un vote commun qui avait permis de refuser des voix de gauche, de droite, y compris d'extrême droite, pour refuser quelque chose qui était ressenti par le peuple comme nuisible pour son destin. Ça ne veut pas dire que les gens sont d'accord pour mener une politique en commun. Or, s'opposer à une réforme des retraites que rejette l'ensemble de la population par ce moyen-là, ce n'est pas se mettre d'accord sur une politique de gouvernement. Donc personne ne se serait sali les mains. Et il n'y aurait que des imbéciles ou des propagandistes du gouvernement pour dire « Ah voilà, c'est l'alliance de l'extrême droite et de l'extrême gauche ». Non. Donc là encore, ils ont raté une cartouche contre ce projet de réforme des retraites. Ouais. Michel Onfray, vous êtes d'accord? Ils ont raté une cartouche, comme le dit Georges Kusmanovic à cette occasion, la NUPES. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un moment donné où la question, c'est pas est-ce qu'on vote avec machin bidule ou un tel, c'est est-ce que c'est bon pour la France ou est-ce que c'est pas bon pour la France? Est-ce que c'est bon pour les Français ou est-ce que c'est pas bon pour les Français? Si on pense dans ces termes-là, alors à ce moment-là, on peut faire des alliances. Je rappelle quand même qu'il y a eu des alliances entre le général de Gaulle et le Parti communiste et que ça a été possible sur un certain nombre de points communs. J'ajoute que tous ces gens qui nous disent que Marine Le Pen est d'extrême droite et qu'elle est raciste et qu'elle est fasciste et qu'elle est antisémite, ils le disent d'accord, mais qu'ils le prouvent. Prouvons-le. Aujourd'hui, si on a un haussement de sourcil un peu de travers, on est tout de suite au tribunal et on est condamné pour antisémitisme. Je veux dire que si vraiment Marine Le Pen l'était, elle aurait, comme son père, un long casier judiciaire. Il suffirait de dire ici, là, ailleurs, etc. Où sont les durafours crématoires? Où sont les fournés? Où sont les détails de l'histoire de Marine Le Pen? Donc il y a juste un moment donné, moi je roule pas pour Marine Le Pen, je roule pour la vérité. Je roule pour la justesse et je roule pour la justice. Donc il y a un moment donné où il faut se demander qui est Marine Le Pen. Elle n'est pas l'épouvantail qu'on raconte, c'est pas la Shoah et c'est pas Das Reich comme nous fait savoir Emmanuel Macron quand il va entre les deux tours des présidentielles dans ces deux endroits pour dire que le dimanche suivant le danger est là. On a eu ça avec Castex, on a eu ça avec tous les ministres. Enfin, il y a un moment donné où si vraiment la Shoah c'est ça, c'est pas grave. Si vraiment la Shoah c'est Marine Le Pen, alors ça n'a fait aucun mort. Donc bon bah voilà. Je pense que ces gens-là sont des négationnistes de gauche. Ce sont des antisémites aussi qui utilisent la cause juive à des fins partisanes et des fins partidaires. Moi, je pense que Marine Le Pen est aussi dangereuse que Jacques Chirac dans les années 70. Donc, c'est pas des gens qui m'intéressent. Ni Le Pen, Marine, ni Chirac ne m'intéressent. Je dis simplement que les Français m'intéressent. Et si c'est bon pour les Français, alors on vote avec des gens qui ne sont ni des racistes ni des fascistes. C'est-à-dire que c'est l'argument des Maastrichtiens qu'utilise Mélenchon. C'est quand même étonnant que ce monsieur défende autant les idées maastrichtiennes, y compris sur l'immigration, y compris sur la question de la culture. Enfin, c'est étonnant, le front commun entre Macron et Mélenchon. C'est étonnant, le front commun entre Mélenchon et Ursula von der Leyen. C'est étonnant le front commun entre Mélenchon et la France de Maastricht. Ouais, c'est un peu l'idiot utile de la Macronie. Alors, Maxime Le Nagar, la presse britannique, le Times en particulier, nous fait savoir cette semaine que pour elle, la stratégie de respectabilité du RN pourrait bien s'avérer payante.
Oui, en effet, c'est un avis qui vaut ce qu'il vaut, mais pour le quotidien britannique, Marine Le Pen est désormais largement, je cite, favorite pour être présidente en 2027. Le Times estime qu'elle a su se présenter comme la principale opposante à la réforme des retraites qui a mobilisé une grosse partie des Français contre elle. Georges Klubanovic le rappelait à l'instant. Et elle serait donc une politique mainstream, c'est la fameuse stratégie de la diabolisation, et l'ennemi populiste numéro 1 face à Emmanuel Macron. Quels sont les arguments du journal ? 1. Le taux d'approbation sont en hausse depuis avril dernier pour Marine Le Pen. 2. Elle reste, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, championne des classes populaires et moyennes inférieures. Elle n'a pas vraiment de rival. Et la conjoncture européenne avec Mélanie en Italie crée des précédents symboliques qui la portent vraiment, qui fait qu'elle a le vent en poupe, tout simplement. Vous partagez cette lecture, Georges Kuzmanovic, de la presse ? Sûrement pas première opposante au projet du gouvernement de réforme des retraites. Les premiers opposants sont quand même très clairement les syndicats, puis le peuple en général. Encore une fois, 93% des salariés rejettent cette réforme. C'est il faut le rappeler. Rarement vu s'asseoir à ce point sur la volonté populaire. Non, Michel l'a dit tout à l'heure, le problème n'est pas que le RN serait fasciste ou Marine Le Pen le serait, c'est ridicule. Le problème, c'est qu'ils sont bien peignés et qu'ils travaillent fort peu. Et qu'ils ont assez peu de projets. Oui, vous trouvez qu'ils travaillent fort peu. Oui, et qu'on voit ce qu'ils ont fait en Italie. Je pense à M. Salvini, qui était vent debout pour défendre la grande Italie indépendante et fière et contre Bruxelles. Et puis qu'est-ce qu'il allait faire ? Il allait se compromettre avec un gouvernement absolument totalement maastrichtien. Et le peuple l'a rejeté. Et ils ont élu une Madame Meloni qui parfaitement néolibérale et tout à fait conforme. Elle est juste très conservatrice sur les questions de famille et elle fait un peu de régulation d'immigration, mais même pas tant que cela. Ouais. Et sur tout ce qui est essentiel, elle est jugée conforme par Bruxelles. Donc quand on ne travaille pas assez les dossiers, quand on ne pense pas le destin de la France autrement que le cours qu'il a pris, c'est-à-dire que ça demande vraiment beaucoup de travail et de réflexion et de mise en œuvre. Quand on arrive au pouvoir, on n'a rien dans les cartons. Et on fait comme, qu'on soit de gauche ou de droite, on fait comme M. Tsipras. À la fin, on signe en bas du papier le formulaire qui est tendu par Bruxelles. Qu'est-ce que vous vouliez réagir, Michel ? Oui, non, mais je suis d'accord avec Georges sur cette question. On a vu avec Podemos, on a vu avec Tsipras, on a vu avec Meloni. Enfin, on voit aussi avec le Brexit. On me dit parfois, vous avez vu où en sont les Anglais, etc. Mais je dis, mais attendez, le souverainisme, c'est une méthode. On recouvre la possibilité de faire de la politique. Mais si c'est recouvrer la possibilité de faire de la politique pour faire la même politique qu'avant, il est bien évident que on a exactement les mêmes problèmes. Donc il y a aussi ça qui fait que moi je ne crois pas en Marine Le Pen, c'est-à-dire ni même en Mélenchon. Je crois que ce ne sont pas des gens qui ont des options alternatives à l'Europe maastrichtienne. Ils savent très bien qu'on ne peut pas faire grand-chose dans cette configuration-là, et ils ne touchent pas à cette configuration-là. La seule façon de pouvoir mener une politique digne de ce nom, ça suppose le Frexit. Je pense vraiment qu'il faut clairement envisager cette question-là. Et tous les gens qui ne l'envisagent pas et qui font de la politique aujourd'hui sont des gens qui finissent maastrichtiens, c'est évident. Alors on se retrouve dans un instant. Elisabeth Borne a dénoncé 2 populismes en miroir à l'Assemblée nationale. Nous nous demanderons si elle a raison et quelles sont plutôt ses arrière-pensées. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Retour dans l'heure libre, votre nouveau rendez-vous. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Onfray, Maxime Le Nagar, rédacteur en chef de Front Populaire, et notre invité est Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Alors je le disais à l'instant, Elisabeth Borne a dénoncé pour l'Assemblée nationale 2 populismes en miroir. Alors Georges Kuzmanovic, vous en pensez quoi ? Elle semble dans son rôle à dire ça finalement. Non mais... les bras m'en tombent, enfin sérieusement, c'est l'extrême centre qui s'exprime, cet extrême centre qui écrase le peuple. Puis d'abord, il faudrait définir aussi qu'est-ce qu'est le populisme. Oui. C'est bien un mot valise dans lequel on met ce qu'on veut, et si le populisme c'est se préoccuper du peuple, alors moi je suis populiste, je signe tout de suite. Ce que ne fait pas Madame Borne. Et encore moins Monsieur Emmanuel Macron. Car quand même, ils vont faire passer une loi, je le répète une 3e fois, 93% des salariés rejettent. C'est du jamais vu.
au titre qu'il aurait été élu président et qu'il en aurait vaguement parlé dans un bout de page de son programme très léger. Oui. Alors que lui-même disait il y a 2 ou 3 ans que non, on ne va pas reculer l'âge de la retraite, ça serait injuste. Donc c'est réellement se moquer du monde. Donc malgré une opposition populaire forte, ils vont passer en force. Ouais. Déjà, ils ont fait une combine que dénonce justement Jérôme Guedj en faisant passer dans une loi de finances des dispositions d'une loi normale, et c'est ça que critique le Conseil d'État. Donc on verra peut-être que le Conseil constitutionnel dira que tout ça est une carabistouille absolument inacceptable. Et donc quand on fait ce genre de manœuvre, on devrait être un peu plus modeste et ne pas critiquer ceux qui défendent l'opposition populaire de populiste. Alors Michel Onfray, vous êtes d'accord avec cette notion d'extrême centre qui finalement est populicide puisqu'elle écrase la volonté populaire? Oui, encore que le problème dans extrême droite, c'est droite pour ces gens-là. On sait bien que c'est pas l'extrémisme qui les gêne, ils sont d'extrême gauche si l'on veut. Moi je pense que nous avons perdu la bataille sémantique parce que nous nous sommes laissés imposer des mots comme islamophobe, comme populiste, ou comme souverainiste. Enfin, une époque souverainiste, c'était un gros mot. Je rappelle que BHL disait le souverainisme c'est de saloperie, c'est une citation. Donc effectivement, à Front Populaire, à la revue, avec toute l'équipe, on travaille à ce travail de désencrassage, ce travail sémantique. Mais à ce moment-là, il faut opposer des mots à ces mots-là, et des mots MOTS aux mots MAUX. C'est-à-dire que cette idée d'utiliser le mot populiste pour discréditer des gens qui défendent le peuple est insupportable, bien sûr. Mais à ce moment-là, il faut répondre qu'en face des populistes, on a le choix, et on est soit populiste, soit populicide. Et c'est un mot que Gracchus Babeuf utilisait. Gracchus Babeuf, qui a quand même pas été un homme d'extrême droite, qui l'utilisait pour stigmatiser ce que les Jacobins ont fait aux Vendéens pendant les guerres de Vendée. Donc ça devrait permettre de réfléchir. Il n'y a pas que la famille de Villiers pour défendre les Vendéens. Il y a aussi la gauche qui défend les Vendéens de cette manière-là. Et alors il faut dire effectivement, si vous êtes contre les populistes, c'est parce que vous êtes des populicides. C'est parce que vous voulez détruire les peuples. Et il est facile de montrer que ces gens-là veulent détruire les peuples, que ce soit dans la négation du fait que 50% des gens ne votent pas pour eux ou ne votent pas, ou pour le fait qu'un nombre considérable de gens ne votent pas pour eux, ou pour le fait qu'un nombre considérable de gens ne votent pas pour eux, mais contre Marine Le Pen, justement présentée comme fasciste, parce que ça fait partie de la guerre sémantique, de la bataille des mots. C'est-à-dire si effectivement elle est fasciste et d'extrême droite, il ne faut pas voter pour elle. S'il ne faut pas voter pour elle, il faut voter pour Macron. Si on vote pour Macron, il n'y a pas de problème. On vote pour le système. Donc je crois qu'il faut effectivement travailler sur les mots, les utiliser à bon escient. Das Reich, c'est Das Reich. Oradour-sur-Glane, c'est Oradour-sur-Glane. Un fasciste, c'est un fasciste. L'extrême droite, c'est l'extrême droite. Un islamophobe, c'est un islamophobe aussi. Mais il faut absolument que les mots correspondent à des choses. Cette façon qu'on a aujourd'hui de ne plus pouvoir parler du peuple sans passer pour un souverainiste qui est aussi un populiste, qui est aussi un démagogue, etc., est insupportable. Mais d'où l'intérêt de se battre sur le terrain sémantique aussi. Michel a parfaitement raison. C'est Platon qui disait que la perversion de la cité commençait avec la perversion des mots. Ouais. Et c'est bien cela. Je pense que c'est un travail parfaitement voulu que de pervertir le sens des mots. Oui, ben voilà, c'est la stratégie. D'ailleurs, quand on entend réforme, une réforme, c'est devrait être une bonne chose. Mais toute personne normalement constituée, quand elle entend le mot réforme maintenant, comprend que quelqu'un va lui prendre de l'argent dans le peu qui lui reste dans sa bourse. Ouais. Ou le faire travailler plus, ou avoir moins de droits, ou moins d'accès à la santé. Et voilà, c'est ça. Maintenant, c'est ça qui est devenu réforme, alors que la réforme, ce n'est pas cela. Ou quand il y a des licenciements, ce sont des plans de sauvegarde de l'emploi. C'est du génie. C'est-à-dire qu'on est dans chez Orwell, c'est 1984. Plan de sauvegarde de l'emploi, vous êtes licencié. Ouais. Et alors, je voulais vous faire réagir sur un autre mot dont se flattent ces gens c'est le camp de la raison, l'arc de la raison. Donc, soit vous êtes dans l'arc de la raison, donc vous êtes un interlocuteur qui socialement est possible, soit vous n'en faites pas partie. Donc, ça aussi, c'est une stratégie parce que, dialectique. En fait, ils ne peuvent pas dire nous sommes dans l'arc de l'argent. Ouais. Et eux, ils sont dans l'arc de l'argent. Donc ils essaient de faire penser que c'est l'arc de la raison. Mais c'est bien l'arc de l'argent, c'est le mur de l'argent. Ils servent les pouvoirs d'argent. D'ailleurs, cette réforme des retraites, qui est absolument injuste et totalement inutile, on ne va pas rentrer en détail, ça a été tellement bien fait par tant de gens et d'économistes, mais elle est injuste et inutile, ne sert qu'à une seule chose, c'est à mettre
une partie du système de retraite, de l'emmener vers la capitalisation, et donc de rendre service à un des premiers qui était venu rendre visite à monsieur Emmanuel Macron, fraîchement élu président en 2017, à savoir Larry Fink, patron de BlackRock, qui regarde avec une grande envie, comme un enfant, une belle glace l'été, ce tas de pactole qui représente les retraites actuellement en France. Alors, un mot, Stéphane, si je peux, oui, sur la question du cercle de la déraison, je serai rapide, parce qu'effectivement, si on n'est pas dans le cercle de la raison, on est dans la déraison. Si on est dans la déraison, on est un fou. Si on est un fou, on retrouve la vieille logique soviétique qui consistait à dire, mais vous pouvez pas être contre l'Empire soviétique, et on va vous interner dans des dans des hôpitaux psychiatriques. Il faut être un fou pour s'opposer au système qui est la vérité. Et là, on retrouve ça, c'est-à-dire que le cercle de la raison, c'est le cercle des gens qui estiment que puisque nous sommes déraisonnables, il faut nous enfermer. Voilà. Alors les prochaines semaines, essayons de faire un peu de prospective, s'annonce quand même difficile pour le gouvernement puisque la mobilisation désormais va se poursuivre dans la rue avec un appel au blocage désormais du pays. Georges Kusmanovic, c'était la seule option possible de toute façon pour les syndicats de passer à ce palier d'après, c'est-à-dire le blocage du pays. Alors, on ne leur laisse pas le choix. C'est le gouvernement, encore une fois, qui bordélise le pays et prend cette décision. Mais contrairement à ce que disait tout à l'heure André, les syndicats sont dans une situation difficile. C'est-à-dire qu'ils mènent un combat et le gouvernement sait qu'il a le pouvoir d'achat avec lui. C'est que ceux qui vont faire grève, que ce soit dans le public ou dans le privé, sont les Français, sachant que le salaire médian est à 2100 €. La moitié des Français gagnent moins de 2100 €, les trois quarts gagnent moins de 2500. Vu l'inflation, vu le renchérissement de la vie, faire grève est encore plus compliqué. Et le gouvernement le sait très bien. Donc, comme de toute façon, il l'a dit, ils le passeront de force. Visiblement, Éric Ciotti a décidé également d'aller avec la plus grande partie des députés LR contre la volonté populaire. Je pense que ça leur coûtera assez cher aux élections parce que les citoyens ne manqueront pas de le rappeler. Donc ils devraient réussir à passer s'il n'y a pas de problème avec le Conseil constitutionnel. Et puis même s'il y a, ils feront une loi normale en faisant un 49.3. Donc ils ont décidé de faire passer contre Et ça. si le pays et je pense que les syndicats, pour le moment le pays ne se soulève pas, mais pour le moment les syndicats ne peuvent pas non plus emmener dans le mur financier toute une partie de la population, sachant que le gouvernement est totalement têtu et le fera quand même. Donc peut-être on verra un blocage à partir de là où ça fait mal, c'est-à-dire les raffineries et certains types de transports. Mais ça demande des caisses de grève, ça demande des soutiens, parce que c'est juste une petite partie de la population salariée qui mènera le combat. Et j'espère que ça aboutira de cette manière-là, parce qu'on ne peut pas indéfiniment taper sur la tête du peuple, prendre l'argent dans son portefeuille, réduire les droits, réduire l'accès à la santé, avec une inflation qui grimpe, parce qu'à un moment donné, les gens n'en peuvent plus. Donc, j'aimerais demander à Michel Onfray son avis sur ce pourrissement prévisible que joue le gouvernement et son passage en force. Oui, c'est une vraie lutte des classes là pour le coup, et les syndicats savent très bien qu'ils vont vers ça. Alors on a eu une période un peu CFDT, c'est-à-dire que on est dans une perspective où chacun se regarde, où on montre ses forces, où on montre qu'on n'est pas content, où on fait savoir que, etc. Et c'est formidable, tout s'est fait presque dans la douceur. On retrouve les vieilles manifestations un peu old school des années 70, encadrées par les syndicats, où tout se passe bien, où comme par hasard, je le dis de manière ironique évidemment, mais il n'y a pas de problème de Black Bloc. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour le reste, les Black Blocs, ils interviennent en fonction des intérêts du pouvoir et éventuellement des organisateurs des manifestations. Quand c'est Mélenchon qui organise, il y a toujours des problèmes avec les Black Blocs. Posons-nous la question. Ça n'est pas le cas quand il s'agit des syndicats. Et là, il y a un deuxième temps, c'est l'acte 2, qui est l'acte un peu plutôt Martinez, je dirais, ou plutôt l'acte CGT et Sud. Et je souscris à cette dialectique-là. C'est-à-dire que j'ai trouvé très bien qu'il y ait ce premier temps. Je trouve très bien aussi qu'il y ait un second temps qui permettra de dire, bon ben voilà, nous on n'en veut pas et on va jusqu'au bout. Alors effectivement, Georgie a raison de poser des questions en termes éminemment concrets, c'est-à-dire qu'on perd de l'argent, c'est-à-dire qu'on a déjà des problèmes d'argent, il y a des gens qui perdent de l'argent, je veux dire, il y a des gens qui ont des difficultés pour acheter la nourriture de base et c'est à ces gens-là qu'on demande de faire des efforts. Il y aura peut-être des stratégies coopératives, des stratégies mutualistes, ça s'invente aussi en cours de route, ce genre de combat, mais je pense que Georgie a donné plusieurs fois les chiffres, il a raison de les donner, mais quand on voit qu'il y a une majorité, mais vraiment une ultra-majorité qui est contre cette loi,
on peut imaginer qu'elle sera elle aussi déterminée, que ce sera force contre force, et il serait bon que Macron découvre effectivement qu'on peut avoir peur une seconde fois, pas seulement quand il y a eu les gilets jaunes. Mélenchon l'a beaucoup aidé dans cette aventure pour calmer le jeu. Je pense que là, Mélenchon se retrouvera débordé par une rue, et que c'est très bien que la rue obtienne ce qu'elle ne peut plus obtenir par le vote ou l'élection, puisque effectivement nous avons cessé d'être une démocratie. En tout cas, juste pour notre part, République souveraine, nous soutenons évidemment totalement les syndicats, et nous on se met à leur diapason, donc si eux appellent à un blocage du pays, on soutiendra évidemment à 100%. D'accord. Eh bien, ce sera certainement l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines, puisque je vous dis que les prochaines journées d'action sont prévues le 7 mars. Je vous remercie tous les trois. Je vous donne rendez-vous sur tous nos environnements digitaux, ceux de Sud Radio ainsi que sur frontpopulaire.fr. À samedi prochain pour une émission spéciale Heure Libre. Je ne vous en dis pas plus, mais elle est intéressante.